Bonsoir à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour la suite de la lecture de Jane Eyre de Charlotte Brontë. Il pleut un petit peu, donc il est possible que vous entendiez un petit peu la pluie, je sais pas trop si elle va être forte ou pas, je ne prédis pas l'avenir, donc j'espère en tout cas que ça vous relaxera. Je vais vous lire quelques pages de ce roman parce que j'aime bien faire ce genre de vidéo. Et puis que, comme j'ai commencé le roman, je tiens absolument à le terminer. Donc, écoutez, on est à la page 360. Et je vous mettrai le lien en barre d'informations, commentaires épinglés, puis dans le i sur l'écran. Des vidéos précédentes que j'ai faites, toutes les pages précédentes, il y a plein de petites vidéos. Donc vous pourrez retrouver ça si jamais ça vous intéresse. Alors, je sais plus du tout de quel chapitre on est parce que ça fait plusieurs semaines que j'ai pas lu. Même si vous en avez eu qui sortaient toutes les semaines puisque j'avais préfilmé. Donc voilà, ça c'est pareil, ça sera noté en commentaire. Tout ce que je me rappelle, c'est que Jane est dans l'école de vie d'un petit village. Je me sentais aimée dans le pays. Toutes les fois que je sortais, c'était de cordiales salutations et des sourires affectueux. Être généralement respecté, même par des ouvriers, c'est vivre calme et heureux sous un rayon de soleil qui développe et fait éclore la sérénité de vos sentiments intérieurs. À cette époque de ma vie, mon cœur fut plus souvent gonflé par la reconnaissance qu'abattu par la tristesse. Et pourtant, au milieu de cette existence calme et utile, après avoir passé ma journée dans un travail honorable au milieu de mon école et ma soirée à dessiner ou à lire, des songes étranges me poursuivaient pendant la nuit, des songes variés, agités, orageux. Au milieu de scènes bizarres, d'aventures extraordinaires et romanesques, je rencontrais toujours M. Rochester au moment le plus terrible de la crise. Alors, il me semblait être dans ses bras, entendre sa voix, rencontrer son regard, toucher ses mains et ses joues. Je croyais l'aimer et être aimé de lui. L'espérance de passer mes jours près de lui se ranimait avec toute sa force d'autrefois. Puis, je m'éveillais, je me rappelais où j'étais et dans quelle position. Tremblante, agitée, je m'asseyais sur mon lit sans rideau. La nuit tranquille et sombre était témoin des convulsions de mon désespoir et entendait les sanglots de ma passion. Le lendemain matin, à 9h, j'ouvrais l'école et, tranquille, remise, je me préparais aux devoirs de la journée. Rosamond Oliver tint sa promesse de venir visiter l'école. Elle venait généralement en faisant sa promenade du matin. Elle arrivait jusqu'à la porte sur son bonnet et suivie d'un domestique en livrée. On ne peut rien imaginer de plus charmant que cette jeune Amazone, avec son habit pourpre, sa toque de fourrure noire, gracieusement posée sur ses longues boucles qui venaient caresser ses joues et flotter sur ses épaules. C'est ainsi qu'elle entrait dans l'école rustique et passait au milieu des petites villageoises étonnées. Elle venait ordinairement à l'heure où M. Rivers faisait le catéchisme. Je crois que le regard de la jeune visiteuse percevait profondément le cœur du pasteur. Une sorte d'instinct semblait l'avertir lorsqu'elle entrait, même quand il ne la voyait pas, même quand il le regardait
une direction tout opposée à la porte. Dès qu'elle apparaissait, ses joues se coloraient. Ses traits de marbre changeaient presque intensément, malgré leurs efforts pour rester immobiles. Leur calme même exprimait une ardeur, contenue plus fortement que n'auraient pu le faire des muscles agités ou un regard passionné. Elle connaissait son pouvoir, et M. Rivers ne le lui cachait pas, parce qu'il ne le pouvait pas. En dépit de son stoïcisme chrétien, quand elle s'adressait à lui, il lui envoyait un sourire gai, encourageant et même tendre. Sa main tremblait et ses yeux brûlaient. Si ses lèvres restaient muettes, il semblait dire par son regard triste et résolu: « Je vous aime, et je sais que vous avez une préférence pour moi. Si je me tais, ce n'est pas parce que je doute du succès. Si je vous ouvrais mon cœur, je crois que vous l'accepteriez. Mais ce cœur a déjà été déposé sur un autel sacré. Les flammes du sacrifice l'entourent, et bientôt, ce ne sera plus qu'une victime consumée. » Alors, elle boudait comme un enfant désappointé. Un nuage pensif venait adoucir sa vivacité radieuse. Elle retirait promptement sa main de celle de M. Rivers et s'éloignait de lui avec une rapidité héroïque qui ressemblait un peu à celle d'un martyr. Saint John aurait sans doute donné le monde entier pour la suivre, la rappeler, la retenir quand elle s'enfuyait ainsi. Mais il ne voulait pas perdre une seule chance d'obtenir le ciel, ni abandonner pour son amour l'espérance d'un paradis vrai et éternel. Et d'ailleurs, une seule passion ne pouvait pas suffire à sa nature de pirate, de poète et de prêtre. Il ne voulait pas renoncer au rude combat du missionnaire pour les salons et la paix de Vale Hall. J'appris tout ceci dans une conversation où, en dépit de sa réserve, j'eus l'audace de lui arracher cette confidence. Souvent déjà, mademoiselle Oliver m'avait fait l'honneur de venir me visiter dans ma ferme. Bientôt, je la connus tout entière, car il n'y avait en elle ni déguisement, ni mystère. Elle était coquette, mais bonne, exigeante, mais pas égoïste. On l'avait toujours traitée avec beaucoup trop d'indulgence, et pourtant, on n'avait pas réussi à la gâter entièrement. Elle était vive, mais avait un bon naturel. Pouvait-elle ne pas être vaine? Chaque regard qu'elle dirigeait du côté de sa classe lui montrait un ensemble si charmant. Mais elle n'était pas affectée. Elle n'avait aucun orgueil de ses richesses. Elle était généreuse, naïve, suffisamment intelligente, gaie, vive, mais légère. Elle était charmante enfin, même aux yeux d'une froide observatrice comme moi. Mais elle n'était pas profondément intéressante et ne vous laissait pas une vive impression. Elle était bien loin de ressembler aux sœurs de Saint John par exemple. Cependant, je l'aimais presque autant qu'Adèle, si ce n'est pourtant qu'on accorde à l'enfant surveillé et instruit par soi une affection plus intime qu'à la jeune fille étrangère douée de ces mêmes charmes. Elle s'était prisme pour moi d'un aimable caprice. Elle prétendait que je ressemblais à M. Rivers. Seulement, disait-elle, vous n'êtes pas si jolie, bien que vous soyez une gentille et mignonne petite créature. Mais lui, c'est un ange. Cependant, vous êtes bonne, savante, calme et ferme comme lui.
espèce d'école dans un village s'éteint. Alors je pense que ça se dit Lusus Naturae. Je suis sûre que si l'on connaissait votre histoire, on en ferait un délicieux roman. Un soir, qu'avec son activité enfantine et sa curiosité irréfléchie, mais nullement offensante, elle fouillait dans le buffet et dans la petite table de ma cuisine. Elle aperçut d'abord 2 livres français, un volume de Schiller, une grammaire allemande et un dictionnaire, puis ensuite tout ce qui m'était nécessaire pour dessiner, quelques esquisses entre autres, un petit portrait au crayon d'une de mes élèves qui avait une véritable tête d'ange, quelques vues d'après nature, prises dans la vallée de Morton et dans les environs. Elle fut d'abord étonnée, puis ravie. « Est-ce vous qui avez fait ces dessins ?» me demanda-t-elle. « Savez-vous le français et l'allemand? Quel amour vous faites! Quelle petite merveille! Vous dessinez mieux que mon maître de la première pension de... Voulez-vous esquisser mon portrait pour que je le montre à papa? » Certainement, répondis-je. Je sentais un plaisir d'artiste à l'idée de copier un modèle si parfait et si éblouissant. Elle avait une robe de soie bleu foncé. Son cou et ses bras étaient nus. Elle n'avait pour tout ornement que ses beaux cheveux châtains qui flottaient sur son cou avec toute la grâce des boucles naturelles. Je pris une feuille de beau carton et je dessinai soigneusement les contours de son charmant visage. Je me promis de colorier ce dessin, mais comme il était déjà tard, je lui demandai de revenir poser un autre jour. Elle parla de moi à son père avec tant d'éloges que celui-ci l'accompagna le soir suivant. C'était un homme grand, aux traits massifs, d'âge mûr et dont les cheveux grisonnaient. Sa fille, debout à ses côtés, avait l'air d'une brillante fleur, près d'une tourelle moussue. Il paraissait taciturne, peut-être orgueilleux, mais il fut très bon pour moi. L'esquisse du portrait de Rosamond lui plut beaucoup. Il me demanda d'en faire une peinture aussi perfectionnée que possible. Il me pria aussi de venir le lendemain passer la soirée à Vale Hall. J'y allai. Je vis une maison grande, belle, et qui prouvait la richesse de son propriétaire. Rosamond fut joyeuse et animée tout le temps que je restais là. Son père fut très affable, et lorsqu'après le thé, il se mit à causer avec moi, il m'expliqua très chaleureusement son approbation pour ce que j'avais fait dans l'école de Morton. Mais, ajouta-t-il, d'après tout ce que je vois et tout ce que j'entends, j'ai peur que vous ne soyez trop supérieur pour une semblable place et que vous ne la quittiez bientôt pour une qui vous plaira mieux. « Oh oui, certainement, papa !» s'écria Rosamond. « Elle est bien assez instruite pour être gouvernante dans une grande famille. »« J'aime bien mieux être ici que dans une grande famille, pensai-je. » Monsieur Oliver me parla de Monsieur Rivers et de toute sa famille, avec beaucoup de respect. Il dit que c'était un vieux nom, que ses ancêtres avaient été riches, que jadis tout Morton leur avait appartenu, et que maintenant, même le dernier descendant de cette famille pouvait, s'il le voulait, s'allier aux grandes maisons. Il trouvait triste qu'un jeune homme si beau et si rempli de talent eût formé le projet de partir comme missionnaire. C'était perdre une vie précieuse. Aussi, il était évident que M. Oliver ne voyait aucun obstacle à une union entre Saint John et Rosamond. Il regardait la naissance du jeune ministre, sa profession sacrée, son ancien nom, comme des compensations bien suffisantes au manque de fortune. On était au 5 de novembre,
autour de moi. Le sol bien sablé, la grille bien luisante et les chaises frottées avec soin. Je m'étais habillée proprement et j'étais libre de passer mon après-midi, comme bon me semblait. Pendant 1 heure, je m'occupais à traduire quelques pages d'allemand. Ensuite, je pris ma palette et mes crayons et je me mis à un travail plus agréable et plus facile. J'entrepris d'achever la miniature de Rosamond Oliver. La tête était presque finie. Il n'y avait plus qu'à peindre le fond, à nuancer les draperies, à ajouter une couche de carmin aux lèvres, un mouvement plus gracieux à certaines boucles, une teinte plus sombre à l'ombre projetée par les cils au-dessous des paupières azurées. J'étais occupée à ces charmants détails quand quelqu'un frappa rapidement à ma porte, qui s'ouvrit aussitôt. Saint John entra. « Je viens voir comment vous passez votre jour de congé, dit-il. Pas à penser, j'espère. Mais je vois que non. Voilà qui est bien. Pendant que vous dessinez, vous vous sentez moins seul. Vous voyez que je me défie encore de vous, bien que vous vous soyez parfaitement soutenu jusqu'ici. Je vous ai apporté un livre pour vous distraire ce soir. » Et il posa sur la table un poème nouvellement paru, une de ces productions du génie dont le public de ces temps-là était si souvent favorisé. Voilà, et bien écoutez, je vais m'arrêter ici pour ce soir. J'espère avoir pu vous relaxer par ma lecture et vous aider à vous endormir. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Je vous retrouve tous les jours pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne. Et lundi prochain, comme tous les lundis, pour une vidéo